Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Mercedes-Benz classe Monsieur. Pour de nombreux passionnés d'automobile, la présence d'un châssis reste encore un signe de réalité et un signe de fiabilité. Malheureusement, dans la pratique, le cadre signifie une moins bonne sécurité passive, une moins bonne ergonomie intérieure et un plus grand poids du véhicule. Et aussi la présence d'un problème spécifique avec les voitures russes, la corrosion du numéro de châssis. Le problème est exactement le même qu'avec Geländewagen. La pièce pourrit tout simplement avec le temps, car elle est située dans un endroit intensément pollué. De plus, la corrosion fragilise fortement le cadre. Il y a de fortes chances que le longeron se fissure après une conduite tout-terrain ou que les consoles avec traverse soient arrachées. Le traitement anti-corrosion en usine de cette unité est clairement défaillant à l'âge de 10 ans. Et lors de l'achat d'une voiture, il faut prêter une attention particulière à la lisibilité des plaques d'immatriculation et à l'état général. La carrosserie elle-même des voitures utilisées en zone urbaine rouille relativement peu. Mais des gonflements de peinture et même des trous dans les cas avancés se produisent régulièrement, notamment sur les Américains. Des surprises sont à prévoir sous le plastique des casiers, et sur le bord d'attaque des arches, à la jonction avec le seuil. Traditionnellement, la zone à risque est constituée du bas des portes et de la baignoire, derrière le compartiment moteur. Sinon, la corrosion se manifeste généralement par des piqûres, au niveau des coutures et à proximité des fixations de la carrosserie et du cadre. Avec un minimum de soin, il ne se montrera pas longtemps. Si la carrosserie n'a pas été entretenue, les réparations peuvent être coûteuses. La rouille pénétrera dans de nombreux endroits où elle ne pourra plus être éliminée, et en même temps elle gâchera l'apparence avec de la corrosion sur les panneaux extérieurs. Mais les chances de retrouver un corps vivant restent assez élevées. L'intérieur des voitures après restylage résiste généralement bien. Malgré l'abondance de plastique, inhabituel selon les standards Mercedes, les niveaux de finition supérieurs plaisent par l'absence de grincement et des matériaux généralement excellents. Seul le cuir américain est nettement inférieur en qualité au cuir européen. Les sièges nécessitent un remaniement en profondeur après seulement 6 ou 7 ans de fonctionnement de la voiture, et le bois plastique peut contrarier les propriétaires de marques plus classiques, avec sa tendance au délaminage et des fissures. Les niveaux de finition les plus médiocres sont nettement inférieurs en termes de qualité de finition intérieure. On a souvent l'impression qu'il s'agit d'une sorte de Ford Bronco, et non d'une classe Monsieur. La situation est bien pire avec les voitures de version antérieure. Parmi les ML pré-restylées, il existe étonnamment de nombreuses voitures dans des configurations très simples. Cela est dû à leur origine américaine et aux nombreuses voitures importées pendant les années de faible dollar. Ils n'ont pas de climatisation, souvent pas de commande, et une décoration simple. Ce n'est pas seulement une question de simplicité, la qualité de construction et l'isolation phonique de l'intérieur sont également franchement médiocres. L'intérieur gronde sur les bosses et vibre sur une route relativement plate. Si possible, essayez d'éviter les voitures fabriquées avant 2000 et les voitures pré-restylées en général si vous souhaitez vous procurer une Mercedes et pas seulement un gros SUV. Les principaux problèmes sont purement liés à l'âge. Tapis déchirés et mouillés, portes affaissées, panne des commandes du ventilateur intérieur et de la climatisation, pannes électriques diverses. Les problèmes sont multipliés par le drainage du toit ouvrant et les évacuations bouchées devant le pare-brise. Dans ce cas, il y a beaucoup d'eau dans l'habitacle et les tracas s'ajoutent considérablement. Une drôle de nuisance qui affecte presque toutes les voitures est le jeu de la pédale d'accélérateur en plastique. En raison de l'usure banale de son essieu, la ML se retrouve sans traction. Tout se répare soit en remplaçant la pièce assemblée, soit en installant des rondelles dans le bloc de fixation. Comme la voiture est haute, les panneaux latéraux des sièges avant se cassent tout le temps. Il est assez regrettable de s'asseoir sur le côté et de tirer les jambes vers le sol. Ainsi, l'agriculture collective dans cette unité n'est pas la conséquence d'un choc latéral, mais simplement des traces de réparation budgétaire et le signe que la voiture a été traitée sans fanatisme. Le cognement de la porte arrière et le grincement de l'ouverture sont une caractéristique d'une carrosserie faible sur le cadre. Il suffit de changer les joints en caoutchouc plus souvent et la serrure doit être ajustée, le problème sera alors presque invisible. Les rétroviseurs intérieurs et latéraux à atténuation automatique ont tendance à gonfler, et bien que le rétroviseur intérieur puisse être trouvé dans un état vivant, au démontage, les rétroviseurs latéraux ne peuvent être trouvés que neufs. Et vous savez que les rétroviseurs extérieurs sur Mercedes sont un élément favori des voleurs? Après un bon propriétaire, l'intérieur peut se retrouver dans un état presque parfait, mais il est presque certain que chaque année, quelque chose devra être réparé.
Et en cas d'achat infructueux, vous pouvez vous retrouver avec un tas d'éléments qui ne fonctionnent pas, d'un poêle tordu aux serrures de porte mortes, en passant par les entraînements de sièges électriques morts, et d'autres problèmes qui vous coûteront beaucoup d'argent. Au départ, le système électrique de la voiture était considéré comme très capricieux. Ces critiques auraient dû examiner le niveau de complexité et le nombre de pannes des machines 5 ou 6 ans plus tard. Les coûts d'élimination des problèmes électriques sur la W163 peuvent être assez importants, en particulier pour les voitures pré-restylées, mais en général, la voiture ressemble désormais à un exemple de simplicité et de faible coût de réparation. La plupart des dysfonctionnements sont simplement réparés, sans nécessité de danse coûteuse avec un tambourin ni de remplacement de blocs qui coûtent la moitié d'une voiture. Le bloc AAM pose vraiment beaucoup de problèmes. Il gère l'éclairage, la commande du verrouillage centralisé et d'autres fonctions. Les clignotants ont soudainement commencé à clignoter à contretemps? La fermeture centralisée ne fonctionne pas ou elle fonctionne spontanément plusieurs fois? Le voyant s'allume et s'éteint après avoir coupé le moteur? Le problème est dans ce bloc. La soudure est généralement utile au début, mais dans les cas avancés, un remplacement sera nécessaire. Dans le même temps, la fixation des clés dans l'antidémarrage peut s'envoler, et la voiture restera immobile. Dans ce cas, il est difficile de se passer de Star Diagnosis, il est recommandé de s'adresser à un service spécialisé disposant d'un scanner revendeur. À propos, des problèmes similaires se produisent avec d'autres unités intérieures, la qualité de la soudure avant le restylage était très faible. Dans les cas qui ne démarrent pas, tout est résolu de manière très rentable, mais parfois les pistes parviennent à griller, en cas de violation due à une humidité élevée, et la planche se corrode simplement. Le bloc ABS du ML avant restylage tombe parfois en panne à cause d'un problème de soudure, et le bloc de frein le plus récent du restyling, même dans la version avec haie, est parfois appelé SBC, mais cela n'a rien à voir avec les problèmes du SBC bloc sur le W211. L'appareil fonctionne de manière assez fiable, ne nécessitant qu'occasionnellement une soudure ou un remplacement des balais du moteur électrique, car il existe un surpresseur de vide régulier. Des défauts de câblage des capteurs ABS se produisent fréquemment, surtout après une conduite tout-terrain. Mais ceux qui aiment forcer les bordures en ville ont aussi des problèmes. L'isolation du câblage sous le fond se fissure, et avec les grandes courses des suspensions, les fils ne peuvent pas résister. Les capteurs eux-mêmes échouent également, surtout s'ils ne sont déjà pas originaux. Le générateur est relativement faible. Si, en plus de toute l'électricité de la cabine, vous fixez un convertisseur 220 volts pour ordinateur portable, scie électrique, aspirateur, et en même temps un lustre sur le toit, il tombera en panne rapidement et sans hésitation. Sous charge normale, il peut supporter plus de 300 000 km avant de remplacer les balais et les roulements. Le moteur d'entraînement de la boîte de transfert est également menacé, mais même là, les artisans peuvent réduire considérablement les coûts de réparation. La tresse du moteur et les capteurs du moteur sont pour la plupart fiables, mais avec des moteurs V8 sous le capot, à l'âge de 10 ans, le plastique devient assez cassant, tout comme l'isolation des fils. Tout travail dans ce cas nécessite de la précision, sinon l'inévitable « agriculture collective » commence par le remplacement de parties du câblage. Les débitmètres massiques d'air et les lambdas n'ont pas une durée de vie encore plus longue. Ils doivent être changés périodiquement. Eh bien, à propos de la commodité, du remplacement des bougies d'allumage, dans la section sur les moteurs. Malgré le cadre et l'apparence brutale, les suspensions sont ici assez légères. C'est vrai, ajustées pour la qualité Mercedes. Cela signifie que la plupart des composants parcourent sur l'asphalte entre 100 et 1500 km sans remarquer aucun problème. Mais dans le cas de voyages fréquents dans la nature, les dépenses apparaîtront rapidement. La séparation des amortisseurs avant, elle coupe simplement un boulon, est typique des voitures de pré-restylage. La durée de vie du bras supérieur de la suspension avant est également fortement réduite en tout terrain. Littéralement une douzaine de voyages sur des routes primaires par an, et maintenant sa ressource n'est pas de 100 000, mais seulement de 50. Les supports de barres anti-roulis ne peuvent résister qu'à une seule sortie tout-terrain. Il n'y a pas de jambe de force à l'avant, le stabilisateur est fixé au levier lui-même avec un œillet sur boulon, et à l'arrière il y a une conception assez originale de tige sans charnière. Les attaches se détachent avec un morceau retentissant, mais le plus souvent elles se font remarquer en frappant sur des surfaces inégales. La barre de torsion stabilisatrice elle-même éclate encore plus fort et est plus coûteuse à remplacer. De plus, si elle se brise, elle peut littéralement déclencher un incendie,
il y a eu des cas où elle a complètement démoli tout ce qui se trouvait sur le capot avant du moteur et en même temps endommagé. Les radiateurs. Comme vous l'avez compris, il est préférable d'utiliser des jambes de force stabilisatrices d'origine, plutôt que renforcées. Il vaudrait mieux que les pièces conçues pour cela se cassent. Mais les barres de torsion de la suspension avant ne sont pas sujettes aux pannes, mais s'affaissent avec le temps, et de plus, les propriétaires ont tendance à les tordre trop souvent en position haute sans raison, ce qui aggrave la tenue de route de la voiture. Et les voitures du Caucase peuvent avoir des niveaux de suspension réglables électriquement, un réglage similaire pour le ML est venu des Émirats. Dans ce cas, la voiture peut s'accroupir sur ses pattes avant comme un chameau. À l'arrière, les ressorts habituels demeurent. La suspension arrière a une bonne marge de sécurité et des composants relativement coûteux. De plus, il est incompatible avec les éléments du multilevier classique de l'entreprise. Mais la ressource est au niveau de la suspension avant et encore plus si, encore une fois, la voiture n'était pas conduite tout-terrain et à pleine charge. Il convient également de prêter attention à l'état des amortisseurs arrière. S'ils s'usent, la voiture devient dangereusement bancale. Les roulements de roues ne sont pas du tout conçus pour les pneus à profil bas et les roues bout. Si les pneus ont une largeur supérieure à 315 mm, et même avec un déport de disque réduit, ils devront très probablement être changés très souvent. Et si les suspensions sont d'origine et que le fonctionnement est soigné, alors les roulements d'origine peuvent facilement supporter 200 et 300 000 km. Il n'y a aucune plainte concernant les freins. Sauf que l'ABS pourrait être plus fiable, mais les conduites de frein doivent parfois être changées avant l'âge de 10 ans. Eh bien, les freins sont également plutôt faibles pour une voiture aussi lourde. Mais la plupart des voitures vont bien, tous les composants sont encore d'origine. Les mécanismes de freinage plus puissants du ML55 AMG ne sont pas particulièrement demandés, contrairement au même Gélica, les stock cars sont presque moins courants que ceux à l'écoute. La direction est plutôt faible pour une telle voiture, la crémaillère est presque comme celle de la W210, mais le poids est un tiers plus élevé et les pneus sont d'autant plus larges. Les crémaillères fuient donc régulièrement et la pompe de direction assistée doit être remplacée souvent. Certes, vous ne pourrez pas en choisir un dans le catalogue, ils sont déjà livrés avec des fixations et sont différents pour tous les moteurs et tous les modèles. Les conduites de direction assistée sont également menacées. Bien entendu, c'est principalement la conduite haute pression qui seront. Et pour ceux qui ont roulé avec une direction assistée défectueuse, la colonne de direction se dessert souvent. Il est presque impossible de trouver des voitures manuelles, mais il ne faut surtout pas en avoir peur, elles sont assez fiables. Le moteur diesel est équipé d'un volant bimasse. Son état doit être vérifié très attentivement lors de l'achat. L'arbre de transmission arrière est fortement chargé et le support des consommables hors-bord doit être changé tous les 50 000 à 60 000 km. Sur les voitures avant restylage, il y avait de sérieux problèmes mécaniques avec la bague en téflon qui casse, et la boîte elle-même était humide. Plus des fuites de harnais et d'autres problèmes mineurs. Après 2002, il ne reste que des problèmes purement de ressources, usure des garnitures de la turbine à gaz, dépréciation de l'électrovanne de verrouillage et contamination du corps de vanne par des produits d'usure en cas de vidange intempestive, car, selon la réglementation, il n'est pas changé. La partie la plus problématique de la transmission est peut-être la boîte de transfert. Les principales difficultés concernent les voitures fabriquées avant 1999. Sur la quasi-totalité d'entre elles, la boîte de transfert a déjà été remplacée par une nouvelle, généralement améliorée. Il faut se méfier des voitures dont l'unité, sous contrat, est fabriquée avant 1999 avec des roulements et un engrenage planétaire modernisé. Les voitures produites après 1999 ne souffrent plus autant du bruit et du hurlement de la boîte de vitesse. La destruction des roulements des engrenages planétaires et des roulements d'arbres est relativement beaucoup moins courante. Le plus souvent, la cause des à-coups et du bruit est l'usure voire une rupture de la chaîne de transmission ou une baisse du niveau d'huile dans la boîte de transfert. Les moteurs du ML sont les mêmes que ceux des W210, W211 et des autres voitures de la marque de ces années-là, V6 et V8 de la série à succès M112, M113. Il y a aussi les 4 en ligne M111 et des moteurs diesel. Des séries OM612 et OM628 franchement infructueux parmi ils ne peuvent être considérés que comme un gros moteur diesel de la série 628, son équipement de carburant est sujet au débordement et ses culasses sont sujettes aux fissures. De plus, le GR et le collecteur d'admission se bouchent et ne sont pas configurés de la meilleure façon. Le petit 4 cylindres en ligne de 2,3 litres n'est que mauvais car ses 150 chevaux ne suffisent franchement pas pour une voiture lourde.
même avec une transmission manuelle. La ressource de ce moteur lorsqu'il est installé sur le ML est encore très longue. Les principaux problèmes sont purement liés à l'âge. Le plastique se fissure et le caoutchouc du système de ventilation du carter et des conduites de vide se ramollit, les joints du moteur fuient et le capteur de débit massique d'air doit généralement être nettoyé ou remplacé. Mais le groupe de pistons est presque toujours vivant et tous les problèmes peuvent être éliminés. Les moteurs de la série M112 et M113 sont les plus courants. Avant le restylage, les voitures se retrouvaient dans des versions avec un M112 de 3,2 litres et un V8 de 4,3 litres, tandis que le V6 restylé recevait une version supplémentaire de 3,7 litres pour le ML350 et un V8 plus puissant d'un volume de 5,0 litres. En 2000, la ML55 AMG apparaît avec un moteur 5.4 de la même série. Pour la plupart des conducteurs, la puissance du V6 de 3,2 et 3,7 litres est suffisante. Il y a 218 et 235 chevaux. Avec, respectivement, les moteurs V8 font déjà au moins 272 chevaux. Avec, pour le pré-restylage ML430 ou 290 pour le ML500. La version AMG dispose de 347 chevaux. Avec, tous les moteurs ont un bloc en aluminium, 3 soupapes et 2 bougies d'allumage par cylindre. Ils n'ont pas de déphaseur, d'admission complexe ou d'autres systèmes de dernière génération. Et les principaux problèmes sont les fuites dans les couvercles de soupapes, les échangeurs de chaleur et les bouchons de blocage. Il est très rare que ces moteurs soulèvent les chemises en aluminium, le fonctionnement barbare en est la cause. Quant aux caractéristiques de fonctionnement des moteurs à essence sur ML, il convient de noter que les moteurs V6 disposent d'un système de refroidissement avec viscocoupleur et de conditions de refroidissement sensiblement meilleures pour les radiateurs et l'huile. Ainsi, malgré leur puissance inférieure, leur durée de vie est même légèrement supérieure à celle du V8. Une autre caractéristique de l'utilisation de moteurs à essence puissants dans un grand SUV est la possibilité de surchauffe lors de la conduite à grande vitesse sur autoroute, ce qui est souvent abusé par les propriétaires. Le fait est que la Jeep n'est pas très aérodynamique et qu'à des vitesses supérieures à 160 km/h, la charge sur le moteur est très élevée, souvent proche du maximum, compte tenu notamment des mauvais pneus et de la charge. Et le moteur n'a pas la puissance du système de refroidissement, même en tenant compte du bon refroidissement des radiateurs. En conséquence, la température dans le moteur augmente imperceptiblement au-delà de 120 degrés et la température de l'huile atteint 150, ce qui entraîne une coquefaction lente du groupe de pistons et une augmentation progressive du débit d'huile à travers les joints de soupape. Sur les voitures particulières équipées des mêmes moteurs à ces vitesses, la charge est bien inférieure, 1,5 fois à 2 fois, et même les moteurs en mauvais état peuvent facilement y résister. Il convient également de noter qu'en utilisation urbaine, les filtres à air des ML s'encrassent plus rapidement que ceux des voitures particulières, et pour les moteurs tout en aluminium, la question de la pureté de l'air est extrêmement importante. Les moteurs diesel de 2,7 litres de la série OM612 sont bons. Les équipements de carburant, les équipements à piston et les turbines sont ici fiables. Le problème de la coquefaction des injecteurs et de leur collage est familier à la plupart des services de marque. Le bon outil dans ce cas fait des merveilles. La durée de vie de la chaîne de distribution est également relativement courte. Il existe des cas d'étirement même après un kilométrage d'un peu plus de 150 000 km. Cependant, compte tenu de la disponibilité de voitures avec un kilométrage 2 fois supérieur avec la chaîne d'origine, nous pouvons conclure qu'il s'agit soit d'une violation des conditions de fonctionnement, soit d'une usure du kilométrage. Les problèmes de câblage surviennent principalement lorsque le carburant diesel pénètre dans le faisceau de câbles et les connecteurs du moteur, mais dans tous les cas, ils peuvent être résolus assez facilement. De plus, une voiture avec un moteur de 163 chevaux diesel a une dynamique d'accélération assez convaincante avec un appétit absolument ridicule, en comparaison avec les voitures à essence. Il convient de vérifier l'état des injecteurs, du câblage moteur, de la courroie de distribution et, bien sûr, la présence de gaz dans le système de refroidissement. Parfois, la culasse craque encore. Ceci conclut les informations sur les problèmes de la Mercedes-Benz classe MW163. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.